Salut à tous et bienvenue sur 15 à Milan. Après une prestation décevante face à la Bosnie, l'Italie s'est imposée hier soir à l'extérieur contre les Pays-Bas 1-0, but de Barella de la tête à la 46e minute. J'accueille pour en discuter Superio, Aristip et Erko. Salut à vous. Salut. Bonsoir. Alors Superio, enfin un bon résultat face à un ténor européen, hein. Alors il y a beaucoup à dire, c'est vrai, beaucoup à redire, mais je suis pas certain que beaucoup d'observateurs aient prédit une victoire italienne avant la rencontre. Ouais, la dynamique de l'équipe est plutôt positive. Il me semble que c'est le 16e match sans défaite. La dernière défaite était au Portugal il y a 2 ans. Et le jeu était plutôt bon et la qualification pour l'Euro 2020 était acquise de longue date. Et l'Italie avait fait un carton plein avec 11 victoires en 11 matchs de qualification. Donc la dynamique était plutôt bonne. Oui, ça fait du bien de battre une équipe qui a quand même battu l'équipe de France il n'y a pas si longtemps en Ligue des Nations et qui est restée sur de bonnes performances. Après, sur le match d'hier, la victoire est tout à fait logique, même si la fin de match comportait son lot de sueur. Mais si on regarde bien, pour moi, ce match, c'est la photocopie du match que l'Italie a joué il y a 2 ans en Pologne avec beaucoup d'occasions et on gagne finalement que d'un but. Hein. Oui, on va parler des occasions manquées, puisque l'Italie, par rapport à ses glorieux aïeux, si j'ose dire, eh bien, pêche dans les zones de vérité. Aristide, qu'as-tu pensé de cette rencontre? Et surtout, bah, même question, hein, t'attendais-tu à une victoire italienne? Alors, je vais rejoindre Super Lyon. Je trouve que la rencontre a été globalement bien maîtrisée côté italien. On a effectivement été très peu inquiété des offensives néerlandaises. Voilà, après, toujours cette fâcheuse tendance à ne pas, un peu comme au Milan, mais avec un jeu bien plus attrayant, mais à ne pas sécuriser un peu le match en mettant ce deuxième but qui pourrait nous mettre à l'abri. On a failli un peu le payer cash en fin de rencontre sans les grands retours, le grand retour de Giorgio Chiellini. Et si je m'attendais à voir l'Italie dominer ou même gagner ce match, je suis pas surpris par le niveau affiché par l'équipe italienne, parce que c'est vrai qu'on est quand même sur, alors excepté le dernier match, mais sinon on était quand même sur une dynamique plus que positive, donc je suis pas vraiment étonné de ce résultat. Donc voilà, je suis globalement satisfait de ce match. Je trouve qu'on a retrouvé un peu la défense plus sereine de l'Italie avec le retour de Chiellini. Je m'interroge toujours sur l'après Chiellini ou quand il n'aura plus le niveau pour cette équipe d'Italie et ça me fait un peu peur, mais pour l'instant ça tient et je suis plutôt content de ce match. Alors, je te trouve très optimiste sur la défense Chiellini-Bonucci. Moi, j'ai quelques doutes. Je pense qu'elle est vieillissante et qu'il va être très compliqué pour l'Euro à venir. Eh bien, d'assurer le coup avec eux. Moi, j'ai beaucoup de mal. Je pense que les Néerlandais ne nous ont inquiétés que très rarement, c'est vrai. Mais quand ils ont poussé, on sentait que ça pouvait faire mouche à n'importe quel moment. J'ai noté hein, seulement, c'est vrai, à la 33e minute, une frappe de Wijnaldum sur Donnarumma. Je sais pas comment ça se prononce d'ailleurs le nom en néerlandais. Et puis la frappe de 55e là de Van de Beek, je crois, sortie par Donnarumma également. Bon, il y a certainement eu d'autres occasions que j'ai pas notées, mais c'est vrai que les deux papis, là, enfin surtout le vieux papy, hein, nous a sorti une bonne fin de match. Je l'ai trouvé très emprunté en début de rencontre. Et Oui. Erko, alors je sais que Superlio veut réagir, mais on fait d'abord un premier tour de table et ensuite on reviendra. Erko, il y a eu demi-temps quand même côté italien. Moi j'ai trouvé que l'Italie était nettement meilleure en première mi-temps qu'en deuxième. À partir de la 70e, enfin comme souvent d'ailleurs, hein, j'ai trouvé l'Italie un peu cuite moi. Pas toi? Enfin, ici, c'est quand même une période particulière parce que quasiment aucun de nos joueurs n'avait fait une préparation correcte. Donc, il n'y a quasiment aucun match amical de jouer, ni rien du tout. Donc, c'est quand même très compliqué d'avoir une mi-temps propre techniquement. Maintenant, la première est un petit peu mieux que la deuxième à ce niveau-là. Donc, maintenant, je peux pas juger ce match-ci parce que voilà, il y a personne qui a des matchs dans les jambes, ni rien. T'as Chiellini qui pêchait aussi dans la condition physique. Et on sait que Chiellini est un joueur qui a besoin de son physique pour briller à son grand niveau. On a vu que voilà, dans son jeu de passe, il n'était pas en confiance du tout. Ça s'est ressenti défensivement, je pense. Là, ça peut-être même un peu plus en première. Mais globalement, oui, le jeu, ouais, on s'est un petit peu éteint en deuxième mi-temps. On a ça pas éteint. Je pense que c'est Mancini qui demandait à ce qu'on maîtrise un peu plus l'adversaire. Si justement, il sentait justement que, comment dire, la préparation n'était pas optimale. Donc, on a peut-être commencé un petit peu à assurer les coups. On l'a très bien fait. Maintenant, voilà, historiquement, quand même, l'Italie a toujours eu tendance, et même que ce soit les clubs ou la nationale, à briller contre les grosses équipes. Donc, c'est pas vraiment surprenant en soi, parce que c'est un truc qui n'a jamais changé, même pendant la crise qu'on a connue, on va dire, sportive du football italien en général. Donc, même avec des équipes moyennes, on a quand même réussi à faire des beaux matchs contre des grosses, et la nationale a fait la même chose. Donc, c'est moyennement surprenant. Ce qui est plutôt surprenant, c'est de voir que nos réserves arrivent à assimiler le jeu et la tactique que Mancini demande.
Donc, il joue aussi bien que les autres. Donc, il nous manquait des joueurs comme Verratti au milieu de terrain. Donc, c'est quand même des plaques tournantes qui étaient là. On a joué avec des Locatelli qui n'avaient jamais joué. Alors, en équipe qui était pourtant tactiquement, qui était présent. On avait dit que ça fait 10 matchs qu'il jouait ce Mancini. Donc, c'est de ce côté-là qui m'a impressionné. Donc, pour le reste, voilà, je trouve qu'offensivement, par contre, à part Insigne, c'est très faible. On a vraiment un gros point faible à ce niveau-là. Défensivement, ouais, ça a tenu la baraque, mais on sent que Bonucci, quand Chiellini n'est pas en grande forme, Bonucci ne sortira pas le match dont on attend de lui. Donc, voilà, sans être méchant, pour moi, un Bonucci sans un Chiellini, c'est un joueur moyen, voire défensivement médiocre. Donc, on ne pourra pas aller loin avec Bonucci tout seul, quoi. Donc, faut espérer que Chiellini tienne son niveau jusqu'à devant. Alors tu fais bien de rappeler évidemment l'absence de préparation à la préparation, l'absence de compétition des joueurs italiens, c'est vrai que c'est un point très important. Et puis même en temps normal d'ailleurs, l'Italie est coutumière des matchs très décevants en cette époque de l'année. L'Italie début septembre en général c'est contre-performance sur contre-performance. On se rappelle évidemment de la mémorable défaite contre l'équipe de France 3-1 après le mondial en 2006, mais Soupalio attend depuis quelques instants pour prendre la parole, donc Soupalio nous attendons ton intervention. Oui, j'ai juste deux remarques. Alors, la première remarque, c'est qu'on peut aussi remercier le coach hollandais qui n'a rien fait alors qu'il a bien vu que son équipe prenait l'eau du côté de Spinazzola qui leur a fait du mal. Il n'a pas recadré ça à la mi-temps. Et deuxième chose, une interrogation à l'avenir pour l'Italie, surtout une observation que les adversaires ont dû faire. Le jeu de l'Italie penche souvent du côté gauche avec un latéral qui est très offensif, Spinazzola ou Emerson sur les autres matchs. Et à droite, on a plutôt un arrière droit comme D'Ambrosio qui joue plus troisième central. Ce qui fait qu'à droite, on a très peu d'attaques et le joueur qui joue ailier droit, en l'occurrence ici c'était Zaniolo Pekin, n'a pas le soutien de son latéral et un petit peu esselé, le jeu ne penche pas du tout de ce côté. Et un entraîneur avisé qui va remarquer ça risque de bien bloquer le couloir du latéral offensif, donc le couloir gauche italien, donc droit opposé. Et ça risque de poser des gros problèmes. Donc, il faut faire attention que le jeu d'Italie ne devienne pas non plus stéréotypé et que chaque entraîneur se dise on n'a plus qu'à fermer le côté gauche italien et on sera tranquille à droite, il n'y a pas pas. Ah, c'est sûr que c'est une remarque intéressante. Et puis, on fait bien de parler tactique. Maintenant, je répète sans arrêt, ça, les gens qui écoutent l'émission le savent, que Mancini fait avec ce que lui offrent les dirigeants de club. On va pas se mentir, parce que les dirigeants de club ne fournissant pas de l'italien en quantité, forcément, la qualité est plus difficile à trouver. C'est statistique, ça. Aristide, c'est vrai que tu étais en train d'évoquer l'après Chiellini, et puis c'est vrai qu'on n'arrête pas de parler de la Chiellini dépendance pour Bonucci. Moi, il y a un an, j'aurais cité un nom évidemment, Romagnoli, qui sort malheureusement d'une mauvaise saison, donc ça tombe mal, on peut pas citer son nom en ce moment, parce qu'il nous a déçus côté milanais, mais il sortait de 3 excellentes années, donc si Romagnoli retrouvait son niveau, je pense qu'il pourrait être titulaire dans cette sélection. Mais Bastoni, c'est vrai, Soupalio est en train de me souffler son nom, est en train également avec l'Inter de monter en puissance, et il y a peut-être d'autres joueurs qui risquent de sortir à l'avenir. Bastoni, c'est vrai que c'est une référence à sortir, et l'Inter, paradoxalement, Aristide, nous sort plus d'Italiens que le Milan, puisqu'on voit bien que le meilleur joueur italien à l'heure actuelle est sans doute Nicolo Barella. Oui, complètement. C'est vrai que l'Inter sort depuis quelques années des très bons joueurs. Effectivement, tu as cité Barella, il y a aussi Stefano Sensi, encore et Sébastien Esposito en attaque, sans compter du coup Bastoni que tu viens de citer. Après, alors je vais rebondir sur ce qu'on avait déjà dit lors de la mission de fin de saison, il y a quelques semaines. Mais les successeurs de Chiellini, Bonucci, ils se font attendre depuis quelques années, depuis quelques années maintenant. Et c'est vrai que on a déjà eu disons des joueurs à la Bastoni qui nous ont sorti 6 mois ou un an au niveau dans un grand club. On peut avoir de quelques exemples ces dernières années de joueurs italiens jeunes qui ont fait quelques trucs, quelque Romagnoli, chose en défense. Quand même, Alors, Romagnoli, c'était 3 ans, malheureusement, oui, comme tu l'as dit, là, c'est plus compliqué cette année. Et puis, arriver au niveau de Chiellini, ce qu'a apporté Chiellini, à la Juve, mais aussi à la Nazionale, faut quand même le faire, parce que, comme l'a dit Soupalio, et même Erco, Chiellini, il a le pouvoir aussi de galvaniser ses hommes et de rassurer toute une défense. Donc, c'est non seulement un très bon joueur, mais aussi un vrai capitano, ce que Romagnoli n'est peut-être pas pour moi.
peut-être futur très bon joueur, mais aujourd'hui, il n'a pas, si tu veux, l'aptitude à faire briller ses coéquipiers. Donc voilà, je me méfie quand même de Bastoni. Alors, j'adorerais que Bastoni prenne la relève, comme d'autres défenseurs italiens qui peuvent être bons aussi. Après, j'attends de voir dans la durée, parce qu'on s'est quand même on a beaucoup fantasmé sur les joueurs italiens, notamment en défense ces dernières années, sans parler de Ranocchia, Ogbonna, etc., pour finalement être très déçu. Donc, j'attendrai encore quelques années avant d'élever Bastoni au rang de super joueur. Oui, mais Romagnoli, on n'est pas déçu, je suis désolé. Là, il sort d'une mauvaise saison, mais les 3 années précédentes étaient vraiment brillantes. Il était dans tous nos tops, hein. Donc, si on l'a mis dans tous nos tops, ça veut bien dire quelque chose. Bon, donc on peut trouver aussi des bons défenseurs. Alors après, je suis d'accord qu'il faut juger sur la durée et surtout sur les grands matchs joués. Je voulais juste te dire, effectivement, c'est ça, Chiellini, c'est quand même du très très haut niveau depuis plus de 10 ans, depuis presque une quinzaine d'années maintenant. Quel joueur italien peut se targuer d'avoir fait la carrière que Chiellini a faite, en défense centrale du moins. Moi, je préférais Voilà, Balzani après, personnellement, que je trouvais beaucoup plus fort. J'ai toujours trouvé Chiellini décevant en sélection, mais chacun son opinion, hein. Je pense que Chiellini est un très bon joueur dans son club, mais qu'avec la sélection nationale, il a très très souvent déçu. Il y a eu énormément de bourdes de sa part, comme de Bonucci. D'ailleurs, on les a oubliés parce qu'elle commence à dater, mais en même temps, l'Italie ne joue pas énormément de compétition, hein, il faut bien le dire, ces dernières années. Donc, c'est vrai que peut-être que les gens, évidemment, ont quelques petits trous de mémoire, mais moi, j'ai des souvenirs de Chiellini vraiment très à la peine, très très à la peine. Superdio nous rappellera ça tout à l'heure sans doute, dans des grands matchs. Mais je voudrais, Aristide, si tu veux bien, et puis on pourra revenir bien sûr là-dessus, notamment en fin d'émission, mais je voudrais parler de Zaniolo, hein, parce qu'on est quand même en train de parler là, probablement d'un des plus grands espoirs italiens, avec Barella sans doute, et Zaniolo, eh ben, s'est refait les croisés, sur l'autre genou je crois. Donc ça c'est quand même problématique. Je vais demander à Erco de me donner son avis sur cette question, puis je pense qu'on y reviendra avec toi et avec Superlio dans quelques instants. Erco, sur cette question quand même, parce que lui c'est le vrai espoir italien. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire maintenant que c'est terre de vrai sport italien? Parce qu'après 2 fois les croisés à peine 20 ans, c'est quand même compliqué de s'en remettre. Maintenant, voilà, il y a peut-être des cas qui ont peut-être réussi, mais enfin, moi, ceux qui me donnent l'idée, c'est Depay, qui je pense qu'il y a plus de 2 fois les croisés aussi, qui revient à un très bon niveau. Mais globalement, on peut pas être optimiste, hein, puisque voilà, c'est quand même très mal parti. En plus, c'est deux genoux différents, gauche et droit. Ça prouve quand même une certaine, comment dire, une certaine fragilité. Donc, certains parlent d'une musculature trop importante par rapport à ses genoux. Apparemment, c'est peut-être une possibilité, mais bon, voilà, maintenant, le mal est fait. C'est certainement un des 2, 3 plus grands talents qu'il a explosé en Italie avec Tonali. Bon, Barabas d'un autre niveau, parce qu'il est quand même un peu plus vieux et c'est un joueur déjà plus ou moins confirmé. Mais voilà, c'est une très grosse perte pour le football italien. J'espère qu'il reviendra comme il est revenu après la première fois, parce que la première fois, il est quand même vite et bien revenu. Donc, Peut-être un peu voilà, trop vite d'ailleurs, diraient certains. oui et non. Ouais, maintenant, oui, parce que je pense que la Rome avait quand même besoin de lui, mais la nationale a besoin de lui aussi, c'est ça le problème. Donc, est-ce que maintenant, voilà, est-ce que ça a été repris trop vite? Est-ce que c'est dû aussi à l'UEFA qui a fait de faire des compétitions comme ça en début de saison, des matchs amicaux cachés? Je trouve ça débile aussi. Donc, ça va arriver, ça arrivera encore à faire des matchs importants comme ça à l'heure actuelle. Donc, l'UEFA aussi a sa responsabilité à ce niveau-là. Elle sera pas être le premier, ce sera pas le dernier à se blesser en début de saison à cause de ça. Donc, ouais, j'espère sincèrement qu'il reviendra au niveau, mais il y a quand même très peu de chances quand même de revenir à haut niveau, après, surtout à son âge, quoi. Donc, Alors on va juste rappeler que Baggio très tôt dans sa carrière s'était fait les croisés également et puis ça l'a pas empêché d'être ballon d'or après et que d'autres joueurs italiens comme Zola par exemple, très fragiles, ont réussi à être élus meilleur joueur de l'année en Angleterre en 98 je crois si je ne m'abuse, hein. Donc il est très possible, ça existe, même d'ailleurs on parle souvent de Ronaldo, le Brésilien, au phénoménal, hein. Je souhaite à Zaniolo d'afficher dans quelques années un niveau comparable au Ronaldo du Real par exemple, c'est-à-dire au Ronaldo post grave blessure, parce que alors évidemment je dis pas que Zaniolo c'est Ronaldo, surtout pas penser ça bien sûr, mais enfin quand on a du talent, je pense qu'une blessure, deux même grosses blessures à 20 ans, non, enfin comment dire, n'hypothèque pas toute possibilité de revenir. Voilà, je pense que c'est possible, c'est compliqué mais ça reste possible. Superdio, alors du coup peut-être sur ce sujet de Zaniolo, parce que j'imagine que ça te chagrine également, on misait beaucoup, hein, sur ce joueur, et puis peut-être sur les bourdes de Chiellini, parce que je crois que tu dois avoir la collection en tête. Oui, alors, pour Zaniolo, je partage ce que vous venez de dire. Il avait quand même bien explosé ces 2 dernières années, notamment c'était de voir un Italien de moins 20 ans mettre un doublé contre Porto en Ligue des Champions en 2019, ça fait toujours plaisir. Puis son pouvoir d'accélération, est-ce qu'il va conserver cette capacité à accélérer, à dribbler, à provoquer? Après, pourra-t-il encore jouer sur un côté ou aura-t-il une évolution tactique?
pourquoi pas ne faire jouer à notre poste en soutien de l'attaquant de pointe, en FNI, peut-être qui fera évoluer son jeu. Je lui souhaite de tout cœur de revenir parce qu'il a quand même montré de très belles choses et c'est sans doute notre talent le plus prometteur. Concernant Chiellini, oui, un très bon Euro 2008 qui avait été fait, notamment quand il a joué dans l'Axe avec Panucci sous les ordres de Donadoni. Dès le deuxième match, puisque c'était Materazzi qui jouait en défense centrale lors de la défaite contre les Pays-Bas, c'est ça? C'est ça, après il a commencé à jouer avec Panucci dans l'Axe et ça s'était plutôt bien passé, mais après il faut dire que la Coupe du Monde 2010, il prend un bouillon contre Vitek qui était remplaçant à Lille. La Coupe des Confédérations, j'ai souvenir d'un but contre le Brésil où il est pris de vitesse par Fred, qui est pas non plus un monument le Lyonnais d'accélération. L'Euro 2012, on a le but de Mandzukic qui marque mal derrière lui. Donc il y a quelques bourdes. Après, il a fait un excellent Euro 2016, oui. Oui, c'est vrai, l'Euro 2016, effectivement. Donc il a quand même quelques compétitions à son crédit. Bon, et alors sinon, sur cette prestation, et puis sur peut-être les points qu'il faudrait relever, les points négatifs, parce qu'on parlait des zones de vérité qui sont historiquement les forces de l'Italie. On a toujours dit que l'Italie c'était d'abord une très grosse défense et puis un sens du but, un opportunisme à toute épreuve. Et malheureusement, on en a vu le contraire hier soir, c'est-à-dire qu'on a vu une multitude d'occasions. Je ne vais même pas toutes les rappeler parce qu'il y en a vraiment un paquet. Il y a une dizaine d'occasions franches côté italien, et finalement, on a marqué un but grâce à Barella milieu de terrain. Et ça, c'est quand même assez décevant et inquiétant. Le réalisme n'était pas au goût du jour. Il y a eu des frappes pas cadrées du tout, celle d'Immobilier qui avait une bonne situation aussi, qui est repris par le défenseur, et surtout le gros loupé de Keane à la fin. Des matchs comme ça, il faut les tuer pour pas se retrouver avec un scénario comme l'Atalanta contre Paris, ou un match nul alors que la physionomie était à leur avantage. Donc là, Immobilier a quand même été passeur sur ce match, mais quand on voit qu'il est souligné d'or européen et qu'en équipe d'Italie, il a du mal à percer avec seulement 10 petits buts en une quarantaine de sélections, il y a de quoi se poser la question de ne pas avoir un tueur devant. Le point positif, c'est que les milieux de terrain marquent. On voit par exemple un Barella qui en est déjà à 4 buts en même pas un an et demi de sélection. C'est déjà très bien. Le dernier milieu de terrain qui mettait autant de buts, il y avait eu De Rossi, Pirlo, et il y a une vingtaine d'années, c'était Dino Baggio qui se projetait, qui mettait autant de buts. Donc on compense avec les milieux de terrain qui s'insèrent et qui marquent, mais ça va durer jusqu'à quand? Aristide sur ce sujet. Bah, sur le sujet, c'est vrai qu'on retrouve un peu avec cette Italie de Mancini, l'Italie qu'on avait un peu en 2012, lors de l'Euro 2012, c'est-à-dire une Italie qui est joueuse, qui fait des passes, beaucoup de passes au milieu de terrain, avec des milieux plus techniques que physiques. Disons une défense qui moins elle est sollicitée, mieux elle se porte, et puis une attaque un peu plus disons un peu moins efficace. Donc tant qu'on convertit nos occasions, tout se passe bien. Après, on sait qu'on doit pas en subir beaucoup parce que ça va être un peu plus compliqué. Donc c'est pas après le football non plus que je préfère pour ma part. Je suis pas sûr que, enfin moi c'est pas le football du moins que je préfère pour l'Italie. Je préfère largement avoir une défense solide, voilà, faire ce qu'avait fait Antonio Conte en 2016, que j'ai trouvé superbe, avec une base très solide, un véritable balai, une tactiquement très développée, et puis après il suffit d'avoir du Graziano Pellè et Eder en attaque, ça pouvait suffire à battre l'Espagne ou la Belgique, donc moi je préfère ce style de jeu-là pour l'Italie, et pas avoir Simone Zaza au tir au but, exactement. Non mais même Pellè, parce que le tir au but de Pellè était pas beaucoup mieux que de Zaza, ouais. C'est vrai qu'il n'était pas beaucoup mieux. Dans la course, un peu moins impressionnant dans la course pour s'élancer, mais oui, non, c'est sûr que. Mais voilà, moi je préfère effectivement une Italie bien plus sereine défensivement, qui joue peut-être moins à la baballe, mais au moins bien plus efficace. Et c'est vrai que on peut se poser la question avec le soulier d'or qui est Ciro Immobilier, le bon attaquant comme il l'a toujours été, Andrea Bellotti, on n'arrive quand même pas à marquer avec ces deux attaquants-là. Alors tout le monde sait que ce sont des bons attaquants. Alors on peut rappeler effectivement Luca Toni, mais est-ce que c'est le système de jeu? Est-ce qu'ils sont juste pas en confiance avec le maillot de l'Italie? C'est difficile de répondre. C'est plus ça, parce que comment dire, il a eu des occasions Immobilier. On peut pas dire qu'il a été sevré de ballon, il s'est mis en évidence hier. C'est vrai, il a eu deux face à face hier. Ah oui. Deux face à face. Et puis alors Keane, ce qui manque à la 91e, c'est scandaleux, mais bon, Keane, j'avais pas beaucoup d'espoir le concernant. Oui, Erco, du coup, parce qu'on gagne certes, mais c'est toujours intéressant aussi de mettre ça en perspective. Et si on regarde bien, notamment en deuxième mi-temps, c'était quand même assez rageant par moments sur certaines actions. Oui, clairement. Maintenant, voilà, je vais remettre ça aussi sur ce match, en tout cas, voilà, c'est sur le manque de préparation. Parce que je pense que le but qu'Immobile il manque aussi avec son contrôle plus ou moins raté.
En temps normal, je pense, c'est au moins cadré. En tout cas, c'est quelque chose de mieux. Mais oui, il y a un gros problème de finition en attaque. Le problème, c'est que nos deux attaquants, historiquement, nos attaquants servent de point d'appui plus qu'autre chose. C'est vrai qu'on n'a jamais eu enfin, en tout cas, ça fait quelques années qu'on n'a plus eu de grand buteur devant. Mais c'est quand, apparemment, à l'instar d'un Patoni, justement, qui marquait pas beaucoup, mais il était utile parce que c'était le point de pivot. C'est des joueurs sur qui tout le monde pouvait s'appuyer devant et relancer. Le problème, c'est qu'ici, on est insigné dépendant pour le moment. Pour moi, actuellement, si on le retire, offensivement, on va être bien amoindri. Toutes les actions offensives partent quasiment de lui. Le problème, c'est qu'il n'y a pas un attaquant sur qui s'appuyer, sur qui jouer proprement avec. Il faudrait comment dire, un Tony comme ça, un genre de peut-être d'un profil, je parle pas d'un niveau, mais d'un profil. Peut-être qu'un Petagna serait peut-être plus utile vu le système tactique de l'Italie. Mais oui, les buteurs, pour l'instant, ça marche plus. Donc maintenant, ça reste une question de profil, parce que je me rappelle que Mancini non plus n'a jamais vraiment cartonné en équipe nationale. Pourtant, je sais qu'il était monstrueux en club. Donc je pense qu'il n'y a jamais eu en tout cas, pas dans mes souvenirs, en tout cas, d'attaquants de pointe qui ont vraiment brillé par le nombre de buts, quoi. Donc à part Schiacci à l'époque, mais bon, c'était un cas exceptionnel. Ouais, Donc, après Roberto bon. Mancini était quand même un joueur phénoménal et je suis pas sûr. Soupalio, comme ça là, il a joué beaucoup de compétitions internationales, Mancini. Alors, il a joué l'Euro 88, où il marque son premier but, où il tire la langue aux journalistes en marquant son but contre l'Allemagne. Oui, donc très jeune, d'accord. 90, il était sur le banc, il n'a pas joué de Il a cette pas minutes. joué, c'est ça. 94, il est pas là. 94, il n'est pas là. 92, l'Italie n'est pas qualifiée. C'est ça. 98, il est sélectionné. Non, non, mais même 96, il est pas là non plus. Donc Mancini n'a pas eu, contrairement à Del Piero par exemple, cette compétition, hein. Lui, on lui a pas donné des chances infinies. Et je pense que Roberto Mancini, moi, je pense que c'est un joueur très sous-évalué dans l'histoire du football italien. Un vrai génie, un vrai génie. Et même à la Lazio en fin de carrière, il était brillantissime. Bon, après, il espère en Angleterre, mais c'était un sacré joueur. Je préfère largement pour ma part Mancini joueur, un peu comme Montella d'ailleurs, à Mancini entraîneur, même s'il a gagné des titres avec l'Inter. Bon, on va peut-être passer au top du coup, hein, messieurs, puisqu'on a suffisamment, je pense, traité le sujet. Quels sont les 3 meilleurs joueurs sous Palio d'après toi hier soir? Alors, en troisième position, j'ai mis Chiellini pour son retour qui a été très bon, même s'il y a eu quelques frayeurs, notamment une passe en retrait vers Donnarumma qui a été un peu trop appuyée. Je trouvais qu'il a été bon, roublard par moment sur Depay et qui a tenu la baraque. Je l'ai mis ex aequo avec Jorginho, parce qu'on critique souvent Jorginho, mais quand il est là, on sent quand même qu'il a une capacité à solidifier, à rendre le milieu plus fluide. Et là, sur ce match-là, je l'ai trouvé honnêtement bon sur certains retours, certaines interceptions. En deuxième position, j'ai mis Barella parce qu'il est phénoménal en ce moment. Il a une condition physique énorme, sans doute parce qu'il sort de l'Europa League avec l'Inter. Mais quand on voit son activité, cette capacité à se projeter, déjà 4 buts en sélection, c'est déjà très bien. En premier, j'ai mis Spinazzola pour sa prestation aussi bien offensive que défensive. Espérons qu'il ait une continuité de rendement. On aura peut-être trouvé notre arrière-gauche titulaire si jamais il continue sur ces niveaux-là. Oui, parce que son problème, c'est la régularité. Alors après, on sait que Grosso était très irrégulier en club et brillait systématiquement en sélection. Donc si on avait trouvé notre Grosso bis, je signe, hein. Vraiment, parce que d'ailleurs c'est un peu la même chose, c'est-à-dire un joueur qui se projetait comme ça, qui était capable de servir d'excellents ballons aux attaquants, donc après tout pourquoi pas, mais c'est sûr qu'à la Roma apparemment c'est pas extraordinaire. Bon, Aristippe. Alors, pour mes tops, du coup, en troisième place, j'ai mis Giorgio Chiellini aussi, pour les raisons que Souparlio a énoncées. Un début de match un peu plus compliqué où j'ai trouvé voilà, une passe dangereuse vers Donnarumma à la 6e minute, quelques relances manquées, donc voilà, début de match compliqué de Chiellini. Puis ensuite, en deuxième mi-temps, voilà, il tient la baraque, des super retours défensifs et tacles à la 37e, 71e, etc. Donc, troisième place méritée pour Giorgio Chiellini. En seconde position, j'ai mis à égalité du coup le milieu de terrain que j'ai adoré, deux joueurs que sont Locatelli et Barella. Alors Barella parce que tout simplement il a fait un match extraordinaire, il était partout, il récupérait les ballons, il attaquait, il a même marqué un but, il tirait, il faisait des passes lumineuses, il a vraiment tout fait. Ce joueur, ça fait quelques années que je le suis, à Cagliari je le trouvais déjà monstrueux. Voilà, j'ai un seul regret sur ce joueur, c'est que l'Inter l'ait recruté finalement. 36 Donc millions, voilà, hein. c'est un joueur. 36 millions Ouais, pas seulement. cher. Mais Ouais, c'est ouais, pas cher. et je rappelle que c'est le prix de Paqueta.
que c'est le prix de Piontek. On nous dit que les jeunes Italiens talentueux sont chers, c'est faux. 36 millions pour Barella, c'est cadeau. Ce mec en vaut beaucoup plus. Il a un talent de fou. Alors après, il est tifoso interista, donc forcément, ça aide à relativiser, hein, évidemment. Oui, il a toujours été, c'est vrai. Voilà, donc après, je t'avouerai que s'il y avait eu moyen de le shipper, c'est sûr que j'aurais été ravi. Et je pense que le Milan aurait parfaitement plu il y a un an. Le Milan a dépensé plus de 100 millions hein, lors du mercato de l'année précédente. Donc il y avait moyen de choper Barella si réellement on le voulait. Le truc, c'est que on s'y est jamais vraiment intéressé. Tout à fait. Et du coup, en seconde position aussi, j'ai mis à égalité un joueur qu'on a eu. On s'est intéressé un moment à lui, c'est Locatelli, que j'ai trouvé vraiment très bon pour une première. Vraiment, beaucoup d'interceptions, des relances réussies en première intention à la 61e, 63e. J'ai trouvé vraiment très bon, très serein. Je l'ai vu cette année à Sassuolo. Bon, je ne vais pas dire que j'ai vu 10 matchs de Locatelli, mais j'ai dû en voir 4-5. Déjà les deux contre Milan, plus quelques autres. Mais c'est vrai que je trouve qu'il a vraiment évolué en termes d'efforts fournis. Alors, il est encore très très jeune, hein, le Locatelli. Je ne sais pas quel âge il a, il doit avoir quoi, 22, 23 ans, 22 Ouais, ans c'est ça, peut-être. ouais. Peut-être moins, ouais, Et, ça doit être dans ces eaux-là, ouais. mais c'est vrai qu'on a l'impression que ça fait des années qu'il joue, mais parce qu'on a eu très très jeune ce garçon et on n'a pas laissé le temps de le faire progresser. On a voulu qu'il soit au top tout de suite, et c'est dommage parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'il a vraiment progressé dans ses temps, gérer ses efforts et temps forts, temps faibles. Il fait moins de fautes bêtes qu'avant. Alors, je pars sur ce match où il a été très bon, mais à Sassuolo aussi. Voilà. Alors, est-ce qu'il a vraiment progressé? Je pense que c'est sûr par rapport à il y a quelques années au Milan. Est-ce que aussi c'est peut-être un joueur, et c'est tout à fait possible aussi, qui est aussi bon dans une moins bonne équipe parce qu'il s'impose, voilà, comme ça solo, il y a moins voilà, le fait de porter le maillot, voilà, la pression, c'est aussi possible, on le saura dans l'avenir, mais en tout Mais cas, je trouve qu'il a l'Italie a vraiment la pression, progressé. l'équipe nationale, là. Oui, oui, il y a la pression de l'équipe nationale. Après, voilà, ça peut être un match, mais c'est vrai que, enfin, je sais pas, je pose la question. On peut s'interroger sur peut-être que c'est un de ces joueurs qui, peut-être dans les grands matchs ou peut-être dans une grande équipe, qui sait s'il termine à l'Inter, au Milan, ou revient au Milan ou à la Juve dans quelques années, peut-être que ce sera un flop. Mais je trouve qu'en tout cas, il a vraiment progressé à Sassuolo. Et voilà, on a le droit de se poser la question, est-ce qu'il aurait progressé autant même en jouant au Milan ou en allant à la Juve? J'en suis pas certain non plus. Tu sais, on Mais en disait tout la cas, même toujours chose de est-il qu'il a fait un Barella. super match. On disait la même chose, Comment? on entendait la même chose de Barella, vous allez voir, quand il va passer de Cagliari à l'Inter, il va s'éteindre, c'est le contraire qui s'est produit. Pareil pour Sensi d'ailleurs, qui venait aussi de Sassuolo, et finalement qui était le meilleur joueur de l'Inter en début de saison avant sa blessure. Donc tu sais, tout ça c'est très aléatoire, et honnêtement, Locatelli a très bonne presse. J'ai effectivement vu très peu de matchs, à part ceux contre le Milan bien sûr, de Locatelli cette année, mais je n'entendais que du bien. Hein. Donc tu dis, on n'a pas laissé le temps, ben oui, mais c'est là où le bas blesse précisément, c'est qu'on ne laisse pas le temps, et on s'est tapé Kessié pendant 3 ans. Hein, alors Kessie a été bon après le confinement, donc ça y est, c'est un ballon d'or en puissance, sauf qu'avant il était nullissime et qu'on se l'est tapé pendant 3 ans. Et est-ce qu'il eût mieux pas valu laisser Locatelli progresser au Milan pendant 3 ans que de se taper Kessié? Ça c'est la question. Oui, c'est la question pour moi. C'est clair qu'on n'a pas laissé assez de temps à Locatelli, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Et du coup, voilà, en première top, je vais rejoindre Superlio, donc Spinazzola. Alors après Spinazzola, on peut le mettre que numéro un parce que c'est vrai qu'il a été très bon. Après, on sait le joueur que c'est. Il est souvent très bon dans certains matchs, beaucoup moins bon dans d'autres matchs, donc irrégulier. Mais surtout, et aussi très bon quand il s'agit que d'attaquer. Parce que Spinazzola, cette année, j'ai pu le voir un peu à la Roma. Honnêtement, c'est pas ça. Et dès qu'il doit défendre, en fait, il est en difficulté. Il provoque beaucoup de pénaltys, beaucoup de fautes stupides. Donc voilà. Alors hier, les Néerlandais, je pensais justement qu'il allait prendre un peu plus le bouillon que ça, mais ils ont été invisibles en attaque. Et tant mieux pour lui. Cependant, je me pose encore la question du niveau de Spinazzola lorsque l'équipe en face sera bien plus, disons, offensive et organisée. Et pour rejoindre, voilà, ce qu'a dit Superlio en début d'émission, c'est que l'entraîneur allemand, voilà, il a pas du tout, enfin, il a rien rectifié au côté gauche italien qui mettait le bouillon à son équipe pendant tout le match. Et c'est vrai que ça a profité à Spinazzola, ce qui n'enlève rien à son match. Mais voilà, j'attends aussi de le voir dans d'autres matchs où il devra plus défendre. On passe à Erco. Une petite seconde sur le cas Locatelli, c'est que, bon, vous avez l'air de vouloir un peu au club, mais c'est lui qui a voulu partir malgré un temps de jeu assez correct. Je pense que comparé à d'autres jeunes qu'on a voulu refourguer, comme par exemple Coutronnet, même s'il était moins talentueux, mais Locatelli, c'est une décision 100% de sa part. Donc on ne peut pas regretter un joueur qui a voulu partir malgré quand même un temps de jeu assez conséquent. Parce qu'on lui a mis Bilia dans les jambes, tu te rappelles? Saison, mais... Tu te rappelles que c'est parce qu'on a recruté Bilia et on a vu le résultat de Bilia. Ouais, il jouait quand même. Tu peux pas dire qu'il jouait pas malgré tout. Et il jouait moins quand il était mauvais. Donc c'est normal que quand il est mauvais, un jeune doit faire du bon aussi.
Donc, enfin voilà, je ne vais pas s'attarder là-dessus. Mais sinon, je vais mettre en avant juste un autre milieu de terrain. Pour moi, personnellement, c'est Giordino qui m'a beaucoup plu. C'est pas un joueur qui brille plus par comment dire, ses qualités techniques ou des relances à la Pirlo, mais c'est un joueur qui joue propre, intelligent, qui sait calmer le jeu. Le nombre de fois où il a justement, à l'image comment dire, des demandes de Mancini, réussi à calmer l'Italie quand elle voulait aller trop vite en avant ou récupérer des ballons, etc. Je trouve que c'est vraiment le régulateur de cette équipe actuellement. Il a été très important dans le tir, dans la récupération, les relances propres. C'est un travailleur de l'ombre. C'est pas celui que tu vas voir. C'est pas celui qui va être homme du match en fin de match. Mais c'est celui dont une équipe a besoin si elle veut justement gérer les temps forts et les temps faibles d'une équipe. Donc, pour moi, un chapeau à lui. En, en deuxième, je mettrais aussi un autre joueur aussi, donc c'est Donnarumma, parce que même s'il a fait une sortie assez plus qu'hasardeuse, mais la parade qu'il nous sort sur bande de Beek, elle a été énorme. Pour moi, c'est une parade qui vaut un but, parce qu'elle a été exceptionnelle. Son match a été propre, mis à part l'erreur que j'ai pas vu. C'est un peu une parade, voilà, toute proportion gardée, qui m'a beaucoup rappelé celle de Buffon contre Zidane, évidemment. Voilà, toute proportion gardée, évidemment. Donc voilà, c'est un match calme de sa part. Il n'a pas eu beaucoup de choses à faire. Le peu qu'il a eu à faire, il l'a fait. Et Dieu sait que c'est à ce moment-là que les grands gardiens comment dire, sont réputés. C'est pas qu'ils ont beaucoup d'occasions à sortir, c'est qu'ils en ont une à faire toute une demi-heure. Donc il est resté concentré du début à la fin. C'est là qu'on voit qu'il a passé un palier. En premier, je mettrais Insigne parce que c'est lui qui porte un peu l'équipe offensivement ces deux derniers matchs. Moi, je serais persuadé qu'on ne gagne pas ce match si Insigne n'est pas là. Il est dépendant à lui pour le moment, en attendant que peut-être Chiesa explose enfin en équipe d'Italie et passe un palier aussi. Donc, mais en attendant, pour l'instant, offensivement, c'est le seul qui est capable de dynamiter une équipe, de créer aussi, parce que son jeu de passe qui est comment dire, son jeu long en une touche de balle, c'est le seul joueur qu'on a dans l'équipe actuellement qui peut faire ça et qui peut jouer rapidement, se retourner rapidement. Donc, c'est le joueur qui sait faire passer les transitions défensives ou offensives le plus rapidement possible. C'est un joueur intelligent qui a passé un palier aussi. Il a pris beaucoup de régularité, je trouve, à Naples l'année passée. Il a plus un mental de capitaine. Donc, pour moi, c'est le joueur qui a plus brillé ces deux derniers matchs. C'est pour ça que je le mets premier aujourd'hui. Alors je vais essayer d'être plus rapide que vous parce qu'on fait long, beaucoup plus long que ce que j'avais prévu. Donc on y va. Je vais mettre Insigne en 3, en troisième top, tout simplement parce que je pense également que c'est à l'heure actuelle notre meilleur atout offensif. C'est-à-dire sur la ligne d'attaque, vraiment, je pense que c'est le plus performant, le plus percutant, le plus précis et le plus fort techniquement. Voilà, je compte pas Barella qui est quand même un milieu de terrain qui est pour moi encore au-dessus, mais à l'heure actuelle, Zaniolo étant blessé et surtout n'ayant rien prouvé à ce niveau-là, je pense que ça reste Insigne notre meilleur joueur. Chiesa également étant décevant ces derniers temps. Le truc d'Insigne, c'est qu'il finit mal ses actions. Ces fameuses frappes enroulées qui vont au 14e poteau, ça devient désagréable. Donc il va falloir qu'il apprenne à faire autre chose que des frappes de mouche et qu'il soit beaucoup plus percutant devant le but. Voilà, j'attends de sa part beaucoup plus de précision, beaucoup plus d'efficacité et d'opportunisme devant le but parce que les passes c'est bien, mais il faut aussi qu'il apprenne à marquer des buts décisifs. Ensuite, Spinazzola, pour les raisons que vous avez données, j'épilogue pas. C'est vrai qu'il a fait un très très bon match. Maintenant, j'ai des doutes sur sa régularité, donc il faudra suivre. Et enfin, Barella, qui est pour moi, je le répète, le meilleur joueur italien du moment et peut-être même potentiellement, c'est-à-dire que je pense que c'est un joueur qui n'a pas encore donné la pleine mesure de son talent. Physiquement on voit que c'est une bête, techniquement je pense qu'il est encore plus fort que ce qu'on voit de lui et je crois, c'est dommage vraiment, je regrette qu'il soit interiste, c'est triste à dire, ça m'embête d'encenser comme ça un interiste, mais il faut reconnaître que c'est un joueur ultra talentueux. Tout ce que j'espère c'est que Tonali qu'on vient de recruter sera aussi fort dans 2 ans. Voilà, c'est qu'on ait au moins côté milanais un joueur qui puisse rivaliser parce qu'après tout, Forza Milan. On passe au flop, mais alors très vite s'il vous plaît, Superio. Alors j'en ai deux, mais bon, c'était difficile parce qu'ils ont tous fait un match très très convenable. J'ai mis D'Ambrosio en 2 parce que pour moi il respire pas non plus l'assurance tout risque. Il s'en sort par la roublardise et on peut compter sur lui et il peut jouer aussi en défense centrale, ce qui est intéressant dans cette fausse défense à 4 qui est une défense à 3 finalement que choisit Mancini. Et franchement, le voir contre des attaquants plus rapides, ce serait très difficile. Hein. Souvenez-vous du bouillon qu'il avait pris contre la France en juin 2018. Et en flop numéro 1, j'ai mis Keane. Donc le rôle sur le terrain en ailier droit n'est pas très fait pour lui. Mais quand il vendange quand même une grosse occasion, et j'attends vraiment de le voir qu'il soit régulier, fasse mieux que ce qu'il fait actuellement à Everton.
Alors Aristide, c'est pour toi. Comme Super Lio, j'ai trouvé 2 flops. Ce sont cependant pas les mêmes parce que j'ai parlé d'Ambrosio. Du coup, j'ai mis en seconde place de mon flop Immobilier. Immobilier, pourquoi? Parce que pour un soulier d'or, ou même sans être un soulier d'or, pour moi, c'est quand même insuffisant. Bon, alors, son match est sauvé, ou entre parenthèses, par une passe décisive quand même sur le but de Nicolo Barella. Mais sinon, face à face ratée à la 51e, des tirs ratés qui étaient quand même simple pour son niveau. Je parle bien du niveau de Ciro Immobile à la Lazio à la 18e, 65e. Une faute inutile à la 25e, alors que Insigne part tout seul. Il part tout seul sur son côté gauche, il fait une faute inutile sur le dernier défenseur. C'est dommage parce que ça annule complètement l'action. Donc, non, Immobile, j'en attends beaucoup plus. J'ai été très déçu de son match. Et enfin, en numéro 1 de mon flop, Keane, parce que je trouve qu'il a tout raté, ou presque. J'avais déjà des doutes sur la qualité de Moïse Keane quand il était à Juventus et que tout le monde en faisait, tout le monde en faisait un pataquès alors qu'il avait marqué, parce qu'il rentrait en super sub, il marquait à chaque fois des buts. Mais voilà, pour moi, c'est un bon joueur, mais je le trouve quand même trop brouillon techniquement. Je trouve qu'il lève pas assez la tête. Beaucoup de pertes de balles, 56e, 59e. Je trouve qu'il a rien fait d'intéressant. Et le plus important, le plus grave, en fait, pour Keane, je trouve que c'est un joueur qui a du mal à se fondre dans un collectif. Et c'est pour moi le plus préjudiciable. Erko. Donc en 3, je mettrais Kino aussi, qui était insipide. Je vais pas répéter non plus de tout ce que les autres ont déjà dit sur lui, mais je ne comprends même pas ce qu'il fait en national. Je pense que s'il n'aurait pas joué à la Juve, on n'en parlerait même pas en Italie. En 2, je mettrais Bonucci, qui pour moi, avec une fois que quand Chiellini n'était pas en forme, tu l'as pas vu non plus. Donc c'est un joueur qui dépend beaucoup trop de lui. C'est bien vu quand il est venu chez nous, qui est devenu médiocre chez nous. Donc, il est beaucoup trop dépendant de Chiellini. Quand Chiellini n'est pas en forme, il n'est pas en forme non plus. Et en 1, je mettrais aussi Immobile, parce que j'attends beaucoup plus de lui. J'attends son match référence, comme nous tous. Même s'il a eu un abattage quand même sur le terrain qui était assez important. Un peu à la Cavani, dans le sens qu'il gavote parce qu'il court beaucoup. Mais voilà, techniquement, c'était beaucoup trop brouillon hier. On voit bien qu'il n'est pas vraiment en confiance à ce niveau-là. Il attend aussi son match clé. Et on espère qu'il arrivera dans l'Europe et que ça va redécoller. Bien, on passe au mot de la fin avec Superio. Oui, je voulais dire en mot de la fin, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est attention à ne pas être répétitif, à avoir un football tourné vers une possession de balle stérile et attaquer toujours que d'un côté en mettant ces 3 défenseurs centraux. Attention à ça, essayez peut-être de voir d'autres variantes tactiques. Si la défense à 3 marche bien, pourquoi ne pas tenter un 3-5-2? Peut-être qu'Immobilier serait peut-être plus à l'aise dans ce système-là. Donc, que Mancini puisse faire des essais, parce qu'honnêtement, cette Ligue des Nations, c'est bien pour le classement européen de l'Italie, le classement mondial pour les futurs tirages au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, mais il faut quand même de l'assurance derrière et un système qui mette les joueurs tous à l'aise. On ne peut pas bricoler tout le temps comme ça en espérant que le sélectionneur adverse ne se rende pas compte que ça passe que d'un côté. Aristide. Concernant mon mot de la fin, je vais rapidement parler de Zaniolo, puisque j'ai pas eu l'occasion d'en parler, mais voilà, comme tout le monde, je suis très très déçu et voilà, ça gâche complètement la fête de ce match. Voilà, le principal, c'est pas la victoire, c'est que Zaniolo c'est de nouveau fait les croisés du coup à l'autre genou, et c'est une catastrophe aussi bien pour lui que pour le football, enfin pour les gens qui aiment le football, parce que Zaniolo est un super joueur. Et pour l'équipe, pour la squadra Azzurra, donc c'est vraiment une catastrophe. Voilà, c'est vraiment, j'ai envie de dire, je peux pas dire une valeur sûre du football italien, mais c'est quand même un des plus grands espoirs du football italien. Et ça fait quand même des années qu'on n'a pas vu un joueur avec autant de potentiel à son poste que Zaniolo, et c'est une terrible perte pour tout le football pour moi. Et sinon, pour mon autre mot de la fin, voilà, je voulais en parler lors d'une émission de pré-saison, mais là, sûrement l'arrivée de Sandro Tonali chez nous, à la grande surprise presque de tous les fans du Milan ou autres, puisqu'il était promis à l'Inter, mais bon, voilà, l'Inter soi-disant, attendait une vente de certains de leurs joueurs ou était plus penché sur N'Golo Kanté. Toujours est-il que voilà, le Tonali Milanista a signé ou est en passe de signer chez vous, ce qui est une super nouvelle pour nous, pour le football italien, pour ceux qui aiment le Milan. Alors après, j'espère qu'on fera pas l'erreur d'en attendre trop tout de suite de ce joueur, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il sort d'une saison bonne à Brescia, j'ai envie de dire, sans être excellente d'après ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu pour ma part. J'espère qu'on lui laissera quand même le temps de s'installer, mais voilà, c'est une super nouvelle pour le Milan.
Statistiquement, je crois qu'il est très bien au niveau des passes réussies, etc. Les et de passes l'influence décisives, sur les oui. buts de son équipe. Je crois qu'il est très très bon. Il faut reconnaître aussi qu'il était très mal entouré. Mais moi, quand je l'ai vu contre nous, j'ai trouvé très bon, hein. Donc je crois que c'est plutôt positif. Et surtout, je voulais dire un truc, c'est qu'il ne voulait que Milan. C'est-à-dire que ça a été déclaré là il y a quelques jours, je crois, hein. Il y a eu des offres du Oui. Barça, je crois, de partout. Et lui, apparemment, ne voulait que Milan. C'est-à-dire que dès que Milan a manifesté officiellement son intérêt, il a dit c'est Milan et rien d'autre. Oui, tout à fait, c'est ce qu'a dit le président de Brescia, et ça, c'est super. Bah, C'est comme quoi, super. ça existe encore. Voilà. Ouais, j'y croyais pas. J'avoue que j'y croyais pas. Eh ben, ça fait plaisir. Erco. Ouais, penalty, c'est Manchester qui l'a refusé récemment. Donc, c'est pas, après, c'est Manchester avec une offre beaucoup plus juteuse pour lui. Il voulait avec Milan, donc tant mieux. Sinon, pour le mot de la fin, ce qui me fait un petit peu peur pour la nationale, c'est le manque de latéraux à l'arrière, surtout du côté droit. Côté gauche, on a deux joueurs corrects avec Spinazzola, qui confirme, et Emerson. Même si c'est pas des grands joueurs, je pense que ça pourra faire l'affaire un système. Mais à droite, on n'a absolument rien. Quand on voit D'Ambrosio, on se dit que Calabria, quand il sera à son niveau, bah, il pourra peut-être même qu'il a une passe aussi. Oh, C'est dire à n'exagérons quel rien. point c'est... Pardon? N'exagérons rien. On parle de la sélection nationale quand même. T'as vu le match d'Ambrosio, franchement, je vois pas ce qu'il pourrait lui enlever, quoi. Donc, et c'est pas un compliment que Calabria, c'est justement pour dire à quel point c'est très pauvre à ce niveau-là, quoi. Donc, à droite, ce qui nous reste, à part lui, c'est Zapata Costa, quoi. Donc, y a pas de quoi faire rêver. T'as Florenzi qui a un niveau correct, même s'il a beaucoup perdu. Là, ici, ouais, c'est vrai que, comme il dit, ici, c'est Lazzari et Di Lorenzo, mais c'est correct, mais c'est pas fou non plus, quoi. C'est du niveau avec la Battée à l'époque. C'est pas Oh, mais dis exceptionnel. donc, qu'est-ce que c'est que ça? Bien, bah, t'es un excellent défenseur. Mais moi, C'était un excès. je Oui, n'en mais dans démords le pas. système de jeu là, Oh non. Oh dans le non. système de jeu là, ça n'aurait pas été. Parce qu'un football offensif avec Abaté, tu pourrais pas faire ça à Ah, ben, droite. offensif, non, mais moi, je suis contre le football offensif. Donc, de toute façon, c'est pas Ouais, moi qui vais. Ah, ça, à ce ouais, niveau-là. justement. Si je te parle d'un système, moi évidemment, qu'Abaté, j'aimais bien. Moi, Abaté serait titulaire dans ce milieu en tout cas, donc, c'est pas ça le souci. C'est que comment dire, dans le football de Mancini, avec des latéraux qui montent beaucoup, on n'a rien. Et donc, c'est ce qui me fait peur, c'est que si on a une blessure, un truc comme ça, un joueur qui n'est pas en forme en ce moment-là, et vu l'importance des latéraux dans le football actuel, et dans le football que Mancini demande, il y a pas des interrogations sur des grosses équipes qui vont nous dominer. Donc, voilà, on verra. Mais si on doit jouer contre l'Allemagne ou contre l'Espagne, je suis pas sûr que notre manque de latéraux ne fera pas défaut. Bon, je vais finir avec un petit mot sur Chiellini quand même, parce que c'est vrai que je l'ai un petit peu taillé en début d'émission. Je reconnais bien sûr la grinta de Chiellini, son mental impeccable, etc. Le truc, c'est qu'il me rappelle un peu Cannavaro sur la fin, et que même s'il a énormément de circonstances atténuantes, je suis d'accord, j'ai peur malheureusement de la compétition de trop. Voilà, et effectivement, Aristide, tu as raison, à l'heure actuelle, il n'y a pas, alors peut-être qu'Acerbi pourrait faire l'affaire, etc., mais il n'y a pas pour complémenter Bonucci de meilleurs joueurs que Chiellini. Après, ce que j'aimerais, c'est qu'à la fin de la saison prochaine, Romagnoli soit au moins aussi bon, voire meilleur qu'à la fin de la saison. J'allais dire dernière, non, mais la saison précédente, c'est-à-dire il y a un an. Voilà, et là peut-être qu'on pourrait en reparler, parce que je ne rappellerai jamais assez que Romagnoli était excellent jusqu'à l'été 2019. Il faut jamais l'oublier. Et la différence évidemment, c'est qu'il n'a pas joué la Ligue des Champions, mais ça c'est pas de sa faute, c'est parce que le Milan est trop faible pour jouer la Ligue des Champions. Bon, donc voilà. Mais cela dit, à l'heure actuelle, effectivement, Chiellini en forme ne se discute pas. Simplement, j'émets des doutes sur sa capacité à durer au plus haut niveau, en sachant que la compétition, l'Euro, c'est quand même dans un an, hein, enfin moins d'un an, mais quand même, et il va falloir tenir sur la distance. Hein, et Chiellini n'est pas tout jeune, donc il faudra regarder ça avec attention. Et vous savez l'importance que j'attache à la solidité défensive. Nous reviendrons dans quelques jours, hein, puisque c'est le week-end prochain que nous enregistrerons la spéciale début de saison du Milan. Je sais qu'elle est très attendue. D'ailleurs, je remercie les auditeurs parce qu'on a fait encore un score incroyable, inespéré, miraculeux sur la dernière, hein, qui était l'émission de fin de saison. En tout cas, je vous remercie, messieurs. Je vous souhaite une excellente semaine et puis je vous dis à très vite. Salut! Ciao.